Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table avec un invité sur le plateau. Nous tentons d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par l'état des sièges. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé l'état des sièges. Beaucoup de critiques ont dit que les anciens rebelles ont été nommés. On parle de ça dans cette émission. Qu'en est-il exactement des réformes essentielles? Dans pratiquement 34 jours, la session parlementaire de mois de mars va se refermer sans pour autant évoquer les notions importantes, notamment les réformes de la CENI et de la loi électorale. Faut-il avoir peur pour les élections de 2023? On finira par cette histoire des sagas judiciaires qui se pointent à l'horizon, avec notamment l'affaire Augustin Matata Pono-Mampon. Sur ce plateau, Eric Wemba, un habitué de CPL Télévision. Eric Wemba, bonjour. Bonjour Pierrot Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous travaillez chez Forum des As. Oui, je suis chez Forum des As. Avec José Naoche. On dit que vous êtes aussi, vous avez aussi comme une ligne éditoriale Tshisekediste là-bas, Forum des As. Non, d'ailleurs c'est l'opposé. Vous soutenez Félix Tshisekedi là-bas? Non, là-bas c'est l'opposé d'ailleurs. C'est les phares où j'étais, peut-être qu'on confond. On sait aujourd'hui que Forum des As, je ne sais pas, on dit, mais moi je pense que là-bas il y a quand même l'objectivité dans le sens que José Naouej est d'abord journaliste. Ça veut dire que si vous amenez une information, il vous oblige à respecter les principes du journalisme. C'est-à-dire qu'on accuse Pierrot, il faut avoir sa version des faits. C'est cela ce qui fait la force des Forums des As aujourd'hui. Non, mais les autres médias le font aussi, mais la ligne éditoriale ne vous empêche pas d'être pro-tel ou... Vous êtes... En tout cas, je ne sais pas si Forum est pro-tel, non. Forum couvre les activités du président de la République, aussi bien du FCC, nous relayons tout le monde. Non, mais on dit de vous aussi, Eric Wemba, vous parlez beaucoup, mais vous êtes quand même journalistiquement très instable. Vous avez commencé avec Moutinga, de chez Moutinga, vous êtes allé à gauche. J'ai commencé au journal Les Phares comme journaliste. Je n'ai n'ai jamais été chez Polydor Mouboyaï. Non, vous étiez aussi à Télé 7, non? À un moment donné? Non, ça c'était pendant les stages. Mais comme journaliste, engagé professionnellement, c'était au journal Les Phares. J'ai dit pour engager professionnellement, que j'ai un petit contrat, un petit salaire. Télé 7, vous n'avez pas presté à Télé 7 après votre stage? Non, je n'ai pas presté comme journaliste. À Télé 7, j'étais là comme stagiaire. Et puis je suis resté un peu après les stages, sans un contrat. Ah ben c'est ça. C'est ça justement l'instabilité dont ce n'est pas l'instabilité. On ne pas vos détracteurs. On était... Télé 7 chez Moutinga, vous allez chez Le Phare, vous soutenez Félix, vous êtes chez Forum des As. Pendant la période de Télé 7 là, on s'est cherché. Ça n'avait pas marché avec l'audiovisuel. J'ai dit bon, j'ai tente ma chance avec la presse écrite. Je suis parti au journal Les Phares. J'ai passé quelque part aussi un stage professionnel. Mais au moins au Phare, la chance a souri. Polydor Mouboya avait remarqué que je pouvais rester, j'avais quand même quelque chose à apporter. C'était ça. Mais vous quittez Le Phare, pourquoi? Je quitte Les Phares après les élections de 2019, quand Tshisekedi passe. Parce que j'avais constaté quand même qu'on venait, je vais prendre un exemple, vous savez, il y avait une institution qu'on appelait ODEP, qui s'était spécialisée dans les finances publiques. Et à l'époque, Observatoire pour la dépense publique. Oui, à l'époque, on venait avec l'ODEP pour dire par exemple qu'il y a des dépassements chez Kabila. Et on nous dépassement budgétaire. Dépassement budgétaire, ça prenait la grande page. Mais quand l'ODEP a fait pour la première fois son rapport, j'ai vu que contre Tshisekedi, on estimait que non, ce n'était plus une institution crédible. J'ai dit quand même qu'il y a une contradiction. Bon, à un moment donné, je ne peux pas tout dévoiler. C'est une maison où j'ai grandi, mais il y avait des choses telles que Faïlou ne pouvait pas passer. On a longuement discuté. C'est vraiment à l'amiable qu'on s'est séparés. Ça s'appelle clause de conscience. Donc je ne partageais plus les convictions du journal. Donc la ligne empruntée par le journal ne vous arrangeait plus? Ne m'arrangeait plus. Mais là où vous êtes, vous pensez que vous êtes à l'aise là-bas, la ligne éditoriale? Plus ou moins, parce qu'il n'y a pas Faïlou peut passer, Sessanga peut passer, comme Tshisekedi peut passer, même Kabila. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restrictions en tout cas à ce niveau-là. Eric Wemba, vous êtes venu pour qu'on parle un peu de l'actualité. Je sais que vous êtes très proche d'Eli Sessanga, parce que vous les citez d'ailleurs. On prendra en toile de fond son tout dernier tweet dans lequel il parle de retard constaté dans la réforme des institutions et dans la réforme électorale. Mais parlons d'abord actualité.
Félix Tshisekedi a décidé finalement de lancer l'état de siège. Ça a été lancé. Pour une fois, je vous ai vu être d'accord avec lui. Vous pensez que c'est une très bonne idée? Non, nous sommes républicains. Vous savez, face à la situation de la guerre, il n'y a pas de clivage politique. Nous devons. J'ai vu même les FCC, je note que les FCC a pris acte. J'ai vu même Francine Mouyomba tweeter sur ces points, nous devons soutenir. Parce que je rappelle que dans un pays comme la France, quand il y a la montée du terrorisme, François Hollande appelle à l'union. C'est ça le vrai sens même de l'union sacrée. L'union sacrée, ce n'est pas seulement avec Kambound, là on se partage les entreprises. Non, l'union sacrée, quand toute la nation peut se réunir pour une bonne cause, notamment mettre fin à l'insécurité. J'ai rappelé tout de suite qu'il y avait la guerre, la montée du terrorisme, mais j'ai vu Hollande appeler à l'union sacrée de toute la classe politique française. Mélenchon, Marine Le Pen, Sarkozy à l'époque, tous pour dire que nous avons nos divergences, mais quand il s'agit de défendre la patrie, il n'y a pas de divergence. Si vous voulez, je peux même remonter à 44-45, quand les Japonais ont envahi la Chine. Mao Tse-tung avait un grand adversaire qui s'appelait Tchéken. Tchéken est allé voir Mao Tse-tung. Je sais que nous sommes des ennemis, nous avons nos divergences, mais la République est en danger, nous sommes envahis, mettons nos querelles, défendons d'abord la patrie. Et nos problèmes internes, nous réglerons ça après. Voilà l'esprit qui doit nous caractériser. C'est pourquoi nous soutenons les chefs de l'État par rapport à la situation à l'Est. Non, mais la situation à l'Est, oui, mais il y a quand même notamment les médias internationaux, je parle de vous journalistes, qui commencent à jeter un peu des bémols, à mettre des réserves par rapport à la situation. Oui, il y a l'état d'urgence, mais pourquoi M. Tshisekedi va nommer les anciens rebelles, notamment à Ituri et dans le Nord Kivu? Jusque-là, les médias internationaux, malheureusement, nous n'avons pas, nous, médias ici, mené vraiment des enquêtes pour savoir, mais on ne peut pas empêcher aux journalistes nationaux et internationaux de nous donner l'identité de ces gens-là. Parce que autant nous soutenons l'état des sièges, mais ça ne peut pas nous empêcher à réfléchir et à émettre certaines inquiétudes, notamment les droits de l'homme qui doivent être respectés. Vous êtes mal à l'aise qu'on prenne par exemple un ancien rebelle du RCD, qu'on le nomme à Ituri, qu'on prenne un ancien rebelle du MLC, qu'on le nomme au Nord Kivu? Ça vous dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Mais s'ils n'ont pas été dans des histoires de violation des droits, s'ils n'ont pas cette présomption-là de violer les droits de l'homme, ça ne me dérange pas. Non, mais l'ancien rebelle du MLC, on dit de lui, c'est lui qui était le patron de l'opération pour effacer les tableaux. Oui, bon, il y a un rapport de l'ONU. Encore que nous devons aussi, malheureusement, la presse congolaise n'a pas fait ce travail-là. Nous relayons les autres. Comment nous-mêmes, nous ne savons pas faire pour donner l'identité? Mais journaliste, c'est vous êtes journaliste. Mais j'ai appris que ce sont des gars très bien formés. Dans des grandes écoles, ils ont commencé l'armée il y a longtemps. Est-ce qu'ils ont été dans les histoires de violations des droits de l'homme? Moi, je n'en ai pas de preuves. J'ai vu ça comme vous dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas prendre position sur quelque chose dont je n'ai même pas de preuves, sur base seulement de ce que Sonia Rollet a dit. Eric Wemba, est-ce que vous pensez que l'idée de l'état des sièges peut permettre à la République finalement de recouvrer la paix et la sécurité dans cette partie? Je ne sais pas, mais je considère quand même que le président de la République est la personne la mieux informée de la République. Donc le fait de prendre cette décision de l'état des sièges, c'est une décision qu'on a mûrie. Il a tous les services que nous n'avons pas. Je pense que le fait de prendre ça, donc il a mesuré toutes les conséquences. À ce stade, c'est que nous pouvons faire, on ne peut plus chuchoter parce que dire ceci, nous devons les soutenir. Mais je constate aussi que avant d'engager cet état des sièges-là, il était sur un front diplomatique. Il est allé voir Macron. L'avantage aujourd'hui, il faut reconnaître dans les analyses, il faut reconnaître quand même que la France nous soutient dans cela, parce que la France va mettre les renseignements à notre faveur et les Américains. Il y a aussi les Kenyans. Et nous-mêmes aussi, nous devons nous organiser parce qu'il ne faut pas compter toujours sur l'extérieur. Mais sur le plan international, je pense que là, Félix Tshisekedi a un peu réussi. Dans ce sens qu'il a convaincu Macron qu'il y a le terrorisme qui menace à l'Est. Vous savez, le terrorisme, quand ça, à l'Est, là, ça menace le monde entier. Et il a pu établir, et même j'ai suivi, même les renseignements en France ont pu établir les liens qu'a ADF Nalo avec les mouvements terroristes. Donc le fait d'avoir apporté ça, on peut avoir le soutien de la France. Donc l'essentiel pour nous, parce que ce sont nos frères qui meurent là-bas. Hein? Là, il n'y a pas la Mouka là-bas, il n'y a pas ceci, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Si pour autant que cet état de siège va nous ramener la paix, nous sommes obligés de soutenir les chefs de l'État, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa gouvernance. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec sa gouvernance, mais sur cette question-là, oui, ça, donc vous êtes contre Martin Fayoulou quand il pose d'abord des préalables, quand il te dit réticent. Il a le droit d'avoir une opinion, mais moi j'ai mon opinion que j'y donne. Hein, parce que Sarkozy, Mélenchon, ils n'étaient pas d'accord avec Hollande. Mais ils ont dit pour le terrorisme, pour la République, mettons-nous un front commun. Mao Tse-tung et Tchéken, des grands adversaires, mais quand la patrie est en danger, il n'y a plus de la Mouka, il n'y a plus de l'Union sacrée, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de l'IDPS. C'est toute la patrie. Parce que ce qui fait que moi et toi, nous nous regardons, parce que nous reconnaissons que nous appartenons à une république. Et quand cette république, nous devons maximiser nos efforts
pour la sécurisation de la partie de l'Est. Et Eric Cette Wemba, guerre n'a trop que dire. Eric Wemba, vous parlez de la gouvernance de Félix Tshisekedi qui ne vous rassure pas. Vous êtes une plume pas tendre contre Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la gouvernance de M. Tshisekedi? Ça fait quand même 2 ans, vous connaissez les conditions par lesquelles il est arrivé. Il vient à peine de se séparer des Kabila. C'est aussi méchant et impatient que d'attendre de Félix des choses à ce moment-ci. Écoutez, non, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas 2 ans. Le problème est qu'il n'a pas tiré les leçons, certaines leçons des erreurs commises par Kabila. C'est ce qui nous fistre un peu. Ils auraient dû tirer les leçons. En faisant quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple parce que je vais peut-être aller trop vite. On va parler des cas Matata. Vous savez les vrais problèmes du dossier Matata. Parce que les gens entrent dans la forme et dans les fonds. Au niveau de la forme, ça posait problème. Ces projets étaient extra-budgétaires. À l'époque, j'étais journaliste et parlementaire. Au niveau du journal les parlements n'avaient pas donné son quitus pour l'exécution de ces projets. Et on a dit à Matata, comme c'est un projet extra-budgétaire, il faut venir défendre ça au Parlement pour avoir les quitus. Ces projets s'est exécuté en violation des lois des finances. Parce que Matata estimait que c'était l'urgence. Parce que dans ces pays, on a l'habitude de confondre l'urgence et précipitation. Et nous constatons que quand on viole la norme, généralement on tombe dans des scandales. C'est ici qu'il faut invoquer Etienne Tshisekedi Omulumba, qui disait que le vrai problème du Congo, c'est le respect des textes. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a tiré les leçons? Parce qu'il y a eu les problèmes des 100 jours, où il y a eu des scandales au nom de l'urgence. Mais aujourd'hui encore, quand vous regardez un Guilhem Niembo, directeur du cabinet du chef de l'État, en dépit du fait que les mesures conservatoires ont pris fin, signé un contrat en urgence avec les ports, sur les ports de Banana, avec un consortium sud-africain. Les gens ne connaissent pas les contours, s'il y a litige. Alors qu'il y a déjà le ministre des Transports, il y a déjà le ministre des Transports. Tout ça, vous savez, ce sont des choses que nous disons, on ne tire pas les erreurs. C'est des urgences, parce que c'est urgent, on doit violer la règle. Et en même temps, on tombe dans des scandales. Donc, je crois que je donne seulement un exemple parmi tant d'autres, pour dire que moi, ce que je voulais attendre de Félix Tshisekedi, c'est de corriger les erreurs de Kabila, parce qu'ils ont eu le temps de les observer, et non pas de faire des erreurs de Kabila. Donc, dans la gouvernance, pour vous, rien n'a changé? En tout cas, dans la gouvernance, jusqu'il n'y a rien vraiment n'a changé du point de vue de la gouvernance. On est en train de refaire du Kabila sans Kabila. Sans Kabila, et dans certains domaines, je pense même qu'on fait pire. C'est grave ce que vous dites, hein. Ah oui, vous voulez comparer Félix Tshisekedi à Kabila, quand même. Dans certains domaines, je pense même. Lesquels, par exemple, aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on soit un peu plus clair, qu'on ne reste pas dans les généralités, hein, Eric Wemba. Parce que vous, on dit de vous que vous êtes parfois sceptique, parfois, vous êtes parmi les plumes les plus acerbes contre M. Tshisekedi. Mais allons dans le fait. Non, quand vous dites que Tshisekedi fait pire que Kabila, c'est dans quel domaine, par exemple? Dans quel domaine? Écoutez, je vais vous donner un domaine. Est-ce que vous avez vu les derniers conseils de ministres? Vous avez vu les conseils. Kabila laissait quand même à ses premiers ministres d'être des premiers ministres. Et il présidait rarement les conseils de ministres. Et quand on avait nommé Samba Lukonde, je disais qu'on tendait vers l'hyper-présidentialisation. C'est un garçon qu'on a mis là pour inaugurer les chrysanthèmes. Non, attendez, garçon, sois gentil. Bon, c'est quelqu'un qu'on a mis là pour inaugurer les chrysanthèmes. Dans les derniers conseils de ministres, vous avez vu, d'où c'est Félix qui vient instruire. Donc c'est comme si c'est lui qui gère au quotidien. Donc si Félix veut nous amener vers un régime présidentiel, qu'il le dise. Tous les conseils des ministres s'ouvrent toujours par une communication du président de la République. Non, et la communication du président de la République n'appelle pas un débat. Les conseils des ministres, vous êtes tellement sceptique. Les présidents président les conseils des ministres. Mais ceux qui gèrent au quotidien, qui amènent les dossiers, ce sont les ministres. Ténon Pierrot. Quand le président va voir les étudiants, il va même au conseil des ministres, écoutez, les bus seront gratuits. C'est quand même une bourde monumentale, excusez-moi, ça peut être trop fort. Et ça met tout le monde en difficulté. Parce que c'est les ministres qui devaient étudier les dossiers dans le cadre d'interministériel, si le Congo est capable de supporter la gratuité de l'enseignement. Quand le président prend des mesures aussi populistes comme ça, il impose au conseil des ministres, ça pose problème. Et demain, quand ça ne va pas marcher, vous prendrez votre micro pour crier. Transport et cimité, on va dire que c'est Katumbi qui est derrière vous. On sait que moi j'ai rencontré des ministres qui disent que dans la faisabilité, ce n'est pas possible. Laissez les ministres faire leur travail. Je comprenais Félix Tshisekedi à l'époque d'Ilunga Kamba d'être tout le temps au conseil des ministres parce qu'il ne faisait pas confiance à Ilunga Kamba. Maintenant, il a nommé son premier ministre à lui, qui laisse les premiers ministres être véritablement les chefs. Qu'est-ce qui vous embête? Que ce soit le président de la République qui préside le conseil des ministres? Non, que ce soit les premiers. La loi est claire, le conseil des ministres est convoqué et présidé par le président de la République. Je veux bien. Les cas échéants, le président peut déléguer. Oui, les présidents ont trop à faire pour être présents de manière permanente. Moi, je pense que c'est le bon sens au conseil des ministres. Vous voyez même dans des pays où les régimes semi-présidentiels, c'est vraiment dans les cas d'urgence où le président est là. Nous comprenons Félix autrefois, il estimait qu'il n'était pas d'obédience pour être là. Mais la communication du président prend une grande partie même que le problème des ministres.
que les rapports des ministres. Et ce sont les ministres qui amènent les dossiers au Conseil des ministres, ce n'est pas les présidents. Parce que lui ne gère pas au quotidien. Giscard d'Estaing compare les présidents et vers des nuits. Il est là peut-être pour donner une vision, mais ce sont les membres du gouvernement qui doivent les appliquer. Il ne vient pas au Conseil des ministres, j'instruis. Non, ça devient quand même... À lire ces conseils des ministres-là, c'est pire parce que Kabila ne faisait pas ça. Kabila a laissé quand même Matata être véritablement le Premier ministre, mais on sent vraiment qu'on est en train de tout faire Sama Lukonde. Et cette réunion a rassemblé... Et vous, c'est un garçon qui est fait là pour gérer... Pour inaugurer les chrysanthèmes, c'est un terme que De Gaulle a utilisé à l'époque. Il est là, c'est un premier commissaire d'État. C'est un premier commissaire d'État. Vous n'avez jamais été tendre avec ces Sama Lukonde là? Ah non, à l'époque... Vous avez dit que c'était un vendeur de télévision. Non, là, c'est passé, maintenant vous le voyez à l'œuvre. Vous voyez vraiment qu'il joue... Donc, ça vous embête qu'on vous rappelle ce que vous avez dit? Non, ça ne Il faut assumer, non? J'assume. Vous avez dit que Sama Lukonde ne méritait pas les postes des premiers ministres. En tout cas, les premiers conseils de ministres, il n'a pas une forte personnalité. Vous avez dit qu'il vendait des télévisions. Je l'ai dit, mais vous avez vu les premiers conseils de ministres. Il n'a pas l'étoffe d'un premier ministre. C'est-à-dire? Ah, donc il est peut-être là, je vous dis, donc il n'a pas la forte personnalité pour dire... On ne sent pas qu'il y a un chef du gouvernement. Donc le président est devenu lui-même le chef du gouvernement. Vous n'avez pas senti son dernier conseil de ministres. Si Félix Tshisekedi veut nous amener à un régime présidentiel fort, il n'a qu'à aller au référendum pour cette constitution. Au lieu que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais il se comporte au Conseil des ministres comme si nous étions dans l'hyper-présidentialisation. Il faut le sentir, ça se passe comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas la bête noire un peu partout? Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas vice-ministre, vous n'êtes pas secrétaire au gouvernement. Vous parlez des conseils des ministres comme si le petit compte rendu que Mouyaya a fait là, le ministre de la Communication, son Excellence Patrick Mouyaya, seulement les images que vous voyez de Mouyaya là vous amènent à dire que Lukonde c'est un garçon qui gère des petites choses, c'est un garçon sans personnalité, sans charisme. La communication du président. Moi j'ai été avec un ancien ministre qui est scandalisé, un expert, je ne cite pas son nom, ça ne se passe pas comme ça. Même Kabila que nous avons critiqué ne faisait pas ça. Une grande partie du président vient faire sa communication. Non, ce sont les ministres, ça s'appelle conseil de ministres, qui viennent, voilà président tel dossier, on peut faire ceci. Et les présidents président, on adopte, on approuve par les conseils de ministres. Maintenant, on a senti que les présidents viennent, parce que quand les présidents parlent, personne ne s'y oppose. Même s'ils savent que dans la faisabilité, vous savez, la gratuité de bis. J'ai parlé avec les gens des Transco, mais Transco dans son état actuel, vous pensez vraiment, vous, on sera en mesure de soutenir la gratuité de bis des étudiants? Et ce qui est encore pire, on a présenté un programme du gouvernement. On n'a jamais inscrit ces problèmes-là qu'on ajoute comme ça et ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est du populisme pour lequel vous ne marchez pas? Oui, c'est du populisme et ça ne marche pas comme ça. On ne gère pas la République comme ça par émotion parce qu'on a vu les gens pour plaire aux gens. J'apprends même que les connexions Wi-Fi posent problème. Je ne sais pas si ça marche, mais on va aller vérifier ensemble. Non, mais il a dit qu'avec ça, quand même, les étudiants ne paieront plus les syllabus. Il imposera aux professeurs d'université les maîtres. Vous prenez Moïndo Nzangi, vous les mettez là-bas avec son niveau pour gérer les professeurs d'université. Vous voyez déjà des maladresses. Quel niveau? Moïndo Nzangi n'a pas étudié? Oui, il a étudié. J'ai appris qu'il a étudié, mais il n'a pas le niveau d'un professeur d'université entre nous. Qui a dit que pour être ministre de l'ESU, il faut absolument... Moi, je parle quand même du bon sens. Vous voyez, Thomas Louaka, qui venait de quitter là, n'était pas ministre je parle quand même du bon sens. Vous voyez, professeur d'université. Il a rencontré aux gens qu'il a signé 1 million de diplômes. Steve Mbikaï n'était pas... Vous savez, même à l'époque des... Vous pensez que Moïndo Nzangi n'a pas les niveaux pour gérer les professeurs d'université? Oui, mais vous voyez déjà les premiers actes qu'il pose. Il fait la confusion. Syllabus et Wi-Fi, pas de lien. Donc il estime que... Mais c'est pas lui, c'est le président de la République qui a parlé de ça. Ça a commencé par lui. Il est parti, il dit que non, on doit suspendre. Ce n'est pas ça ce qu'on attend d'un ministre de l'enseignement supérieur. Vous devez nous donner une politique, une vision sur l'université. Vous savez que quand on cite les meilleures universités du Congo, du monde, la RDC ne figure pas. Notre niveau a rabaissé. Quelle est la vision du gouvernement pour changer ça? Ça ne se limite pas avec des Wi-Fi et des syllabus. En tout cas, entre nous. Même en Europe où il y a les Wi-Fi permanents, les professeurs continuent à publier. Mais nous pouvons dénoncer les dérapages. Mais est-ce que vraiment, vous pensez que dans un pays sérieux, un problème comme celui des syllabus peut être débattu au Conseil des ministres? C'est un lieu sacré, on débat des grands dossiers. Ça, c'est un problème interne qu'une université peut régler. Je me souviens quand j'entre à l'INIKIN, par exemple, à l'IFASIC à l'époque, et quand vous avez pris une décision, parce que vous payez autant de frais, dans vos frais là, vous avez au moins 4 syllabus gratuits, RTV et consorts. Donc je pense que ces problèmes-là, les pays ont tellement de problèmes pour qu'on inscrive un problème de syllabus au Conseil des ministres. Là, les gens ne savent pas c'est quoi un gouvernement. Il y a quand même de la décence, cher Pierrot. Ce n'est que dans ces pays où il y a tant de problèmes, où un premier vice-président de l'Assemblée nationale
peut estimer aller inaugurer des toilettes dans une école à Guinée. Arrêtez quand même. Un préfet peut le faire même si vous avez financé. Mais c'est quand même lui qui a financé Eric Wemba. Non, il y a redescendez sur terre. À moins qu'on soit après campagne précoce. Mais je pense que les pays à l'état d'urgence, il y a énormément de problèmes. Pour qu'il y a quand même pour que les premiers vice-présidents d'une haute institution comme l'Assemblée nationale trouvent quand même du temps avant la campagne électorale d'aller inaugurer des toilettes dans une école à Kingabo. Je trouve ça indécent, simplement. Ah bon? Oui. Donc vous avez été aussi scandalisé d'apprendre que Moïse Nzangi a dit qu'il a signé 1 million de diplômes. Des diplômes, on calcule, on comprend vraiment que c'est une botte. Ce qu'il a raconté ne reflète pas la vérité. Ne reflète 1 million de diplômes. Donc, voilà les ministres de l'ICI. Pour dire mon bilan, il se met là. Non, écoutez, on attend de lui autre chose que ça. Ça, c'était, même si c'était 1 million, mais c'était un problème administratif. Est-ce qu'il faut une communication pour ça? Parce que vous signez des diplômes. Quel mérite un ministre? Si lui ne signe pas les diplômes, qui d'autre pour les faire? Pour qu'on mobilise les médias pour ça. En tout cas, je vois que même beaucoup d'égards là, moi j'ai douté déjà, ils ne sont pas à leur place. Ah bon? Ah oui. Vous pensez qu'on continue à désacraliser un peu la République? Oui, la fonction ministérielle, on l'a désacralisée un peu. On l'a un peu banalisé. Je connais les profils de certains. Vous allez voir, ça ce n'est que le début. Ne devient ministre, c'est pas qu'il veut. Pas qu'il veut. Vous savez, Mobutu, pour nommer avec quelqu'un ministre, j'ai dit que c'était mauvais, mais il y avait tout un service qui devait suivre. Qu'est-ce qu'il fait, Pierrot? Il prend la bière où? Il a une copine quelque part. On sait au moins qu'est-ce que vous êtes, mais aujourd'hui, c'est banalisé comme ça. C'est banalisé comme ça. Eric Wemba, je vous ai fait venir parce que j'ai également vu qu'il y a un programme, il y a un sujet qui vous tient à cœur. C'est la question des réformes. Évidemment, je rappelle ici que vous êtes quand même... Vous avez un mentor qui s'appelle Délice Sanga, pour lequel vous êtes prêt à vous jeter dans l'eau. Ça vous embête pas, ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas menti. Je crois que les valeurs sont portées par les hommes. La presse a soutenu Macron. Moi, en tant que journaliste, j'ai vu avec les Congolais, si je trouve certaines valeurs chez Pierrot, je peux dire aux Congolais, voilà l'offre politique. Ça se passe partout dans le monde. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Qu'un journaliste puisse soutenir un homme politique. Parlons-en justement. J'ai lu un tweet d'Eric Sanga dans lequel il devenait de plus en plus dubitatif en se posant la question de savoir à quelques 34 ou 36 jours de la fin de la session parlementaire de mois de mars, on n'a toujours pas inscrit les questions liées aux réformes électorales au menu. Ça vous dérange? Non, ça nous dérange parce que vous avez peur que... Non, c'est-à-dire que tous les ingrédients sont réunis maintenant pour qu'il n'y ait pas des élections en 2023. C'est ce qui nous inquiète. On doit cesser de considérer les élections comme un don présidentiel. Soyez pas naïf aussi. Soyez pas aussi pessimiste. Mais ce Tshisekedi, c'est à vous qu'il s'adressait, non? Oui, quand il a parlé de pseudo-journalistes, quand il a donné des assurances qu'il y aura élection en 2023, le président de la République, garant des institutions, garant des bons fonctionnements des institutions, nous a dit qu'en 2023, il y aura élection. Qui êtes-vous là, Wemba, pour venir nous dire qu'il y aura élection en 2023? Je suis un observateur averti de la vie politique de mon pays. Et je considère le même manœuvre que nous avons vécu à l'époque de Kabila. Pour contourner les élections, nous sommes en train de les vivre. Vous saviez qu'au début, on a commencé de parler, Augustin a parlé du recensement ici. Augustin Kabouya. Kabouya, il n'y aura pas élection sans recensement. L'église catholique a tonné, ils ont reculé. Parce qu'ils ont mis toutes les batteries en marche. Deuxième possibilité, un certain Wakenda, soi-disant professeur d'université, je ne sais pas là où il en sait. Il a mené une théorie bizarre. Là, il vous dit non, maintenant qu'on a déboulonné le système Kabila, les 2 ans là ne comptent pas. Vous le savez mieux que moi. Donc le mandat de Kabila commence à la mise en place du nouveau gouvernement. Wakenda, c'est pas celui qui disait au nom du père Fachi, au nom de... Vous voyez donc ces gens-là, quand ils parlent, il faut voir ce qui est derrière ces gens-là. Ce sont des officines qui travaillent pour conserver le pouvoir. On a le droit de conserver le pouvoir, mais pas avec des stratégies machiavéliques. On doit cesser un moment dans ce pays de considérer les élections comme un don présidentiel. C'est un droit. Vous avez dirigé le pays après 5 ans, retournez chez ces peuples-là qui vous disent oui, Pierrot, vous pouvez continuer. Mais vous ne pouvez pas par vous-même, comme a fait Kabila, vous octroyer 2 ans comme ça gratuitement. C'est ce que nous craignons. Nous craignons ces glissements-là. On dit les chats échaudés à peur de l'eau froide. Oui, de l'eau froide, c'est ça. Nous avons vécu ça avec Kabila. Nous voyons les mêmes ingrédients. Les élections, on les prépare maintenant. Aujourd'hui, nous ne savons pas clairement qu'est-ce qu'on donne pour les élections. Il n'y a pas une CENI qui est mise en place. On nous avait promis la session en cours sera exclusivement une session consacrée aux réformes électorales. La loi Luntundula, déjà charcutée, est en train de traîner au niveau de la commission PAJ. Et on voit pratiquement, ça ne sera pas possible d'amener, de faire promulguer la loi Luntundula. Et si cette loi n'est pas promulguée, il y aura des difficultés pour mettre en place la CENI. Alors pourquoi ne pas nous inquiéter et sonner l'alerte? Eric Wemba, vous regardez la caméra, vous dites à l'allure où vont les choses, on n'aura pas élection en 2023. C'est impossible.
Non, j'ai dit à la lire où vont les choses, il y a manque de volonté politique pour organiser des élections. Parce qu'on devait examiner. L'urgence seulement ici, c'est pour le port des bananes. Mais pourquoi on ne prend pas les lois qui sont à l'Assemblée en mode d'urgence? L'urgence seulement, c'est pour des marchés de gré à gré où les gens vont se faire l'argent. Mais pourquoi pour les problèmes des réformes, ça doit traîner autant comme ça? Alors qu'on savait que ça devait aller vite. Pour mettre Inseni, il nous reste 2 ans. Vous savez que la dernière année est électorale. Mais avec la lire où vont les choses, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on donne aux élections? Vous ne vous posez pas cette question en tant que citoyen. Jusque-là, on attend la dernière minute pour commencer à crier. Mais nous ne voulons pas attendre la dernière minute, nous voulons sonner l'alerte. Mais quand le président lui-même nous a dit que mordicus, qu'il y aura élection, vous ne croyez pas la parole de Il a dit, je l'ai suivi, mais dans la faisabilité. Il a parlé des pseudo-journalistes. Apparemment, avec ses discours, vous en êtes un. Hein. Bon, peu importe, le président a parlé. Dénoncé par le président de la République. Le président a parlé. Moi et toi, dans la réalité, nous voyons qu'il n'y a aucune volonté politique d'aller vers les... Mais nous sommes qu'au mois de mars, Eric Wemba. Il y aura une session pour le mois de septembre. C'est vrai que c'est une session essentiellement budgétaire, mais d'autres matières peuvent également être incluses. Après, on aura encore une session... On a plus d'une année, Eric Wemba. Les élections sont au mois de novembre, en principe, en 2023. Non, j'ai dit la dernière année serait électorale. Cette année, on devait vider vraiment les questions des réformes. On devait mettre à place la CENI. Parce que quand on sort là, il n'y a pas de réforme, on ne met pas à la place la CENI, on va continuer comme ça. Les questions électorales sont des questions qui doivent occuper. Parce que les Congolais ont été dans la rue, ils sont morts pour contester Malonda. Et ils ont réclamé tous les réformes. Non seulement on est en train de traîner, mais il y a des manœuvres pour charcuter. La loi Lutundu, là, je vous l'avais dit. Où cette loi est charcutée, mais malheureusement notre vieux se trouve maintenant à une position, il ne peut plus défendre sa propre loi. Vous le savez mieux que moi, quand on a la bouche pleine, on ne parle pas. Non, mais comment vous pouvez dire que c'est charcuté dès lors que la loi n'est même pas encore mise sur la table pour débattre? Vous dites une chose et son contraire. Non, vous dites que les lois électorales, on n'a pas encore commencé à travailler là-dessus et qu'on prend du temps. Entre-temps, comme si c'est de la magie, vous-même vous dites qu'on a déjà commencé à charcuter la loi. Il y a une loi qu'on a, de toutes les lois, on a déjà commencé à débattre sur la loi Lutundu là. On l'a ramenée au niveau du PHI. Et c'est là où ça traîne. Inutilement là-bas, ça traîne alors qu'on aurait dit terminer le travail pour les renvoyer afin que ça passe au Sénat et qu'on sort. Mais toutes ces procédures-là, la loi doit revenir à l'Assemblée nationale après la PAJ, doit aller au Sénat. Il doit y avoir une commission mixte Sénat et Assemblée nationale, vous connaissez la procédure, et aller au chef de l'État. Et nous pensons que dans les 30 jours ici, ça commence à devenir pratiquement impossible que nous ayons la loi Lutundu là promulguée avant la fin de la session. Ne soyez pas pessimiste. On peut entrevoir une session extraordinaire. Il y a beaucoup de mécanismes. C'est comme ça. C'est pas encore tard. Notre rôle, c'est d'aller. Vous nous donnez l'impression que tout est tard, que Félix Tshisekedi a en place un programme pour ne pas organiser les élections. Vous l'accusez un peu de tout. C'est ça le problème. Avec vous ici, quand les marches à la sortie, qu'il y aura 3e mandat de Kabila, Kabila disait toujours qu'il va respecter la constitution. Quand les gens sortaient, il n'y a pas eu ce glissement là. Mais quand vous voyez les lieutenants de l'IDPS, Kabouya, non, il faut les recensements. Et Wakenda, nous pensons que les mandats. Donc vous pensez que nous sommes nés de la dernière pluie pour ne pas constater qu'il y a des manœuvres pour contourner les élections en 2023? Nous ne sommes pas de la... Donc les prémices sont là où il n'y a aucune... Donc le président lui-même vous donne des assurances, vous voulez vous cabrer sur ce que Wakenda et les autres ont dit. Oui, ils vous diront qu'ils ne parlaient pas au nom de l'UDPS, ils parlaient au personnel. Non, je vous dis, vous m'avez dit, je vous ai dit, Kabila faisait la même chose. Mais je crois qu'il n'y a pas, le Félix Tshisekedi, au-delà des discours qu'il a tenus à l'Union sacrée, je constate avec vous qu'il n'y a aucune volonté politique d'organiser des élections. Et vous affirmez que pour vous, il n'y aura pas d'élection en 2023? En tout cas, s'il n'y a pas une pression populaire, si les Congolais ne se mobilisent pas pour réclamer leurs élections, ils n'en auront pas. Pression populaire, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez appeler les gens à descendre dans la rue? Non, pas forcément. Il y a plusieurs manières de faire pression. Il y a plusieurs manières de faire pression, telles que nous parlons là, nous aussi les journalistes, nous sommes la voix des sans-voix, pour qu'on reconnaisse les droits des Congolais de voter. En 2023, ce n'est pas un cadeau pour qu'on dise qu'on va nous donner les élections. Non, après 5 ans, les autres doivent apprendre à organiser les élections. On ne veut plus revivre ce que Kabila a eu 2 ans gratuitement ici, Pierrot. Gratuitement comme ça, au nom de quoi? Au nom de quoi Kabila a eu 2 ans comme ça? Et ils sont allés même avec un arrêt bidon de la Cour constitutionnelle. Les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation de notre président. Il s'est passé comme ça, et vous pensez qu'il tenait compte de toutes ces erreurs du passé par rapport à ce qui se passe, par rapport à des manœuvres qui se passent à l'Assemblée, par rapport au discours de Kabouya et de Kaboum? On doit rester silencieux pour dire ok, on va nous organiser des élections, quand bien même que jusque-là, aucun franc n'a été versé dans les comptes du budget de l'Assemblée de la CENI. Et vous ne le savez pas, c'est maintenant qu'on doit préparer. Parlons justement de ces réformes-là.
Le président, lui, tient mordicus. Il nous a promis d'organiser l'élection en 2023. Il a ajouté, il ne faut pas suivre les pseudo-journalistes qui racontent leur vie. Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'on fasse à ce moment ici? Selon votre chronogramme, qu'est-ce qui devait être fait à ce moment que M. Cette session devait vider, à mon humble avis, les problèmes de la loi portant organisation de la CENI. On devait vider la mise en place de la CENI. Ça traîne, on n'en parle plus, on est à autre chose. Que l'état des sièges ne nous fasse pas oublier que les élections est aussi une priorité. Et que l'état des sièges ne devait pas justifier qu'on ne puisse pas engager des réformes pour préparer les élections en 2023. C'est les pièges que nous ne voulons pas. Et nous redoutons quand même une telle manœuvre. Donnons encore un peu le bénéfice du doute à M. Tshisekedi qui jusqu'à hier encore nous a rassuré qu'on aura les élections en 2023. Moi je viens alerter, je vous dis tel que les choses se fassent. Je ne suis pas sûr qu'il y aura les élections. À vous d'accorder les bénéfices du doute, on va se revoir. Éric Wemba, on me signale à l'oreille comptant petit à petit vers la fin de cette émission. J'aurais voulu que vous réagissiez un peu par rapport à cette affaire des sagas judiciaires qu'il y a. Vous savez que Augustin Matata Pogno, le procureur près la cour des cours constitutionnelles, a saisi les deux chambres du Parlement pour lever les immunités de M. Matata. Matata voudrait que ces immunités soient levées au niveau du Sénat et non pas au niveau du Congrès. Alors que là, on est en train de prêcher pour que les immunités de Matata soient levées au niveau du Congrès. Quel est votre point de vue entre le Sénat et le Congrès? Je ne suis pas... Qui doit lever les immunités? À chacun son domaine. Moi, je ne suis pas juriste. Mais tout ce que je sais, il semblerait que Matata a posé ces actes-là comme Premier ministre. Et la seule instance qui peut juger un Premier ministre, un président en matière pénale, c'est la Cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai appris. Mais maintenant là que ce Premier ministre n'est pas en fonction, est-ce que c'est toujours la Cour constitutionnelle? Aux juristes de nous donner l'interprétation. Moi, je ne voudrais pas faire du juridisme ici. Je reste journaliste, mais je pense quand même que Matata, aussi, si c'est au Sénat ou au Congrès, on doit lever ses immunités. Lui-même devait faire ça de la demande. Parce qu'il a accepté de répondre devant la justice. Ne pas lever ses immunités, c'est comme si on veut couvrir, je ne sais pas, on veut couvrir Matata de ce qu'il a commis comme acte. Parce que jusque-là, il bénéficie de la présomption de l'innocence. Matata dit qu'il n'y était pas dans cette affaire de Boukangalonzo. Est-ce que le moment n'est pas venu que la vérité éclate? Non, mais quand Matata vous parle d'une justice politiquement instrumentalisée, quand il dit qu'il viendrait se battre contre l'injustice, on a l'impression qu'il y a des forces occultes qui se sont déjà organisées pour se payer la paix de Matata au niveau de la justice. Il avait la chance, il aurait dû rester à Conakry. Mais à partir du moment où il dit qu'il va venir répondre, il peut dire que cette justice est instrumentalisée. Vous ne pouvez pas accepter d'aller devant un tribunal, dire que ce tribunal n'y allait pas, il aurait dû faire comme Kalev. Lui, par rapport à Kalev, il avait la chance d'être déjà à l'extérieur du pays. Vous n'allez pas aller le prendre là-bas, il allait se comporter comme Kalev. Nous avons salué son comportement républicain, de venir devant la justice au lieu de foutre comme un petit lapin, comme fait l'ancien flic de ces pays, M. Kalev. Ça nous étonne quand même, cet ancien torsionné, comme un petit lapin, comme a fait John Numbi. Quand on accepte, il faut aller devant la justice. Il bénéficie, il n'a qu'à présenter ses moyens de défense. Nous l'attendons au tournant. Vous ne pensez pas que c'est un coup politique déjà préparé, monté contre Matata et son clan? Parce que là, on dit que les armes sont fourbies politiquement, on pourra se payer la tête politique de Matata. Pas. Est-ce que Matata n'a pas, est-ce qu'il n'y a pas eu scandale de Boukangalonzo? Nous l'avons constaté ensemble. C'est vrai, nous pensons que comme on interpelle Matata maintenant, il ne faut pas qu'on nous donne aussi l'impression d'une justice de vainqueur. Nous attendons Eteni Longondo qui est suscité dans les rapports de l'IGF, qui est un proche de Tshisekedi, pour qu'on nous fasse convaincre que cette justice est pour tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais pour les cas échéants, c'est les cas Matata. Il n'a qu'à se présenter devant cette justice, là, présenter ses moyens de défense. C'est un homme d'État, il a dit qu'il n'y a rien, lui il dit qu'il n'y a aucune preuve. Pourquoi il doit avoir peur de la justice? Au lieu de se présenter en victime comme ça, moi je ne sais pas, Matata, il a eu à gérer ses pays, il doit rendre des comptes quand même. Attendons voir comment ça va évoluer. Parlons justement de la justice. Comment avez-vous jugé le procès contre Zoé Kabila à l'Assemblée provinciale de Tanganyika, l'homme retenu ici à Kinshasa? Un procès est organisé au niveau... J'allais même revenir un tout petit peu comme Matata, là, sur Matata, parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Parce que vous savez, Matata, c'est quelqu'un que je considère a beaucoup travaillé sur sa communication. Il sort vraiment comme un bon gestionnaire. La preuve année, on les prend même en Guinée-Conakry avec sa cravate rouge comme un saint. Et il a apporté des preuves là-bas. Non, je ne sais pour pas la première fois en plusieurs années, la Guinée-Conakry a fait des bons sur le plan de son PIB. Pour la première fois depuis plusieurs années, sous les conseils de Matata, la Guinée-Conakry est en train d'aller vers une croissance à deux chiffres. La croissance de la Guinée, c'est lui Matata là. Mais pourquoi il n'a pas fait ça pour son pays?
Parce que dans ce pays, il n'était pas conseiller. Et là, il conseille, ce sont des autres qui exécutent. Lui-même a été premier ministre. Mais sous Matata, on sait quand même que le pays, le cadrage macroéconomique était bon. Sous Matata, qu'on avait une croissance pratiquement à 2 chiffres. Sous Matata, c'est que vous ne savez pas. Il y avait un taux d'inflation les plus bas c'est-à-dire que Matata a laissé des dégâts dans ces pays. Si vous ne savez pas, sous Matata, il y a eu rupture de la coopération avec les institutions du Bretton Woods. Matata lui-même ne voulait pas de ces institutions. La transparence n'était pas avec lui en 2015. Et les conséquences, nous les avons subies après. Parce que c'est comme si vous prenez un poison retardé, c'est ce que Matata a laissé dans ce pays. Le fait qu'il y a eu rupture de la coopération, ça portait préjudice à la République. C'est mais sous Matata, parce qu'avec Mouzitou, même si j'ai des choses à reprocher avec Mouzitou, on avait évolué en termes de transparence avec les institutions du Bretton Woods. C'est avec Matata qu'il y a eu rupture. C'est avec Matata, Alpha Bukangalonzo, Mike Mukebai, nous avait écrit un article ici. Et c'était vérifiable à l'époque. Les immeubles intelligents. Ça coûtait 9 millions à la République, surfacturé. Matata, il amène un immeuble intelligent, là où il y a le gouvernement. Oui, c'était... C'est pas 9 millions, c'est 49 millions de dollars. Oui, 49 millions, c'était surfacturé. 49 millions. Vous le savez mieux que moi. Matata, même Bukangalonzo, va d'entrer dans les fonds. J'ai appris que vous êtes à la faculté des droits. Vous savez que là-bas, on insiste sur la procédure. Matata a exécuté ces projets-là en violation de la loi des finances. C'était un projet extra-budgétaire qui n'avait jamais réussi l'aval de part du Parlement. Africom en question n'a jamais, il y a eu des marchés de gré à gré. Il dit qu'il y avait urgence. Quelle urgence? L'urgence, on parle de la guerre. Donc c'est un monsieur qui est un faussin, qui n'a jamais respecté la procédure, même pour l'obtention de ses diplômes. Imaginez que pour avoir son diplôme de DS, des professeurs ont démissionné là-bas à l'université de Kinshasa. Il n'a pas respecté la procédure. Il a eu son diplôme de DS ou de DA dans des conditions obscures que vous savez, en créant des désordres labliniki. Il est venu ici à l'IPC pour avoir sa thèse de doctorat. Tout un professeur, les docteurs, les professeurs, c'est-à-dire les chefs de l'école doctorale, le professeur Mabi Moulumba, il a démissionné. Donc ce monsieur-là, il a une image qu'il donne aux gens. Il doit quand même faire profil bas parce qu'il mobilise le monde entier pour montrer qu'il est l'homme de la transparence. Moi, je peux les retracer pour dire qu'il n'est pas ce qu'il reflète en image. Je rappelle que même pour ce diplôme, il n'a pas été transparent pour l'obtention de ce diplôme. On va terminer cette émission. Je voulais que vous réagissez aussi par rapport à Zoé. On va peut-être finir par là. Oui, par rapport au cas Zoé, c'est un coup politique, il faut reconnaître. C'est un coup politique. Moi, je pense que la page Zoé est définitivement tuée. Le problème de Zoé à Tanganyika, c'est une guerre des clans. C'est les clans Mwando et les clans Kabila qui se sont bâtis. Malheureusement, fort heureusement ou malheureusement pour les clans Kabila, les Mwando ont réussi la bénédiction. Donc les clans Mwando doivent être heureux aujourd'hui. Heureux, donc ils ont réussi la bénédiction de Tshisekedi, qui a déjà instruit le ministre pour organiser des élections. On peut faire des coups politiques, c'est vrai. Mais c'est que nous avions déploré les faits qu'on a combattu pour l'état des droits, la manière de faire, les voies de fait qui ont été choisies n'ont pas été bonnes. On a empêché aux députés du FCC d'entrer dans la salle. Zoé, on l'a bloqué ici à Kinshasa. Ça, ce n'est pas acceptable si on veut construire un état de droit. Mais qu'à cela ne tienne, c'est que moi je tire comme leçon que quand on est au pouvoir, il ne faut pas faire des lois taillées sur mesure. Parce que la confusion des instabilités des provinces où les ministres d'intérêt font du n'importe quoi est partie de la révision constitutionnelle initiée sous la présidence d'un de votre mentor, votre ex-mentor, Évariste Bochab. Et ça nous a amené des problèmes, la décentralisation. Il faut repenser la décentralisation. C'est là, le mal est venu de là. Parce que Kabila avait fait ça, pensant qu'il va rester éternellement au pouvoir. Mais aujourd'hui, Félix en profite pour terroriser les gouverneurs pratiquement dans toutes les provinces. À travers Félix terrorise les gouverneurs. Oui, le régime de Félix terrorise les gouverneurs quand même. Parce que tout le temps, il y a instabilité des gouverneurs. Le ministre de l'Intérieur peut appeler un gouverneur comme il veut, tout ça, on peut les débarquer comme faisait Chadari. Mais fort heureusement, laissez-moi le citer, Délice Sessang a introduit un projet de révision constitutionnelle. Encore et toujours, Délice Sessang. Oui, il a introduit un projet de révision constitutionnelle où il a appelé les Congolais à repenser leur décentralisation. Évitons de faire des lois sous mesure. Kabila ne savait pas, même IDPS aujourd'hui, ils doivent cesser de croire qu'ils vont être éternellement au pouvoir. Vous savez, quand on réprime les marches aujourd'hui, Pierrot, les gens sont en train de revendiquer qu'on est tenté de réprimer la marche. Mais il y avait un digne fils de ce pays, encore lui, qui avait proposé une loi sur les manifestations publiques, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, que Kabila a refusé de promulguer. Cette loi-là voulait fixer les conditions de l'interdiction d'une marche, que Ngobila ne pouvait pas se réveiller pour interdire une marche. On a empêché ça, parce qu'à l'époque, on craignait les manifestations des catholiques.
Mais ça tourne parce que là, il y a un flou autour de la loi sur les manifestations publiques. Évitons de commettre les erreurs de Kabila. Évitons de croire qu'on sera éternellement au pouvoir. Les lois ne doivent être pas faites sous mesure. Les lois doivent survivre à la République. Et je vais conclure par Giscard d'Estaing qui disait les lois doivent survivre à la République. Quand j'ai voulu réduire l'âge de vote, l'âge de la majorité à 18 ans, beaucoup de gens ont dit ces jeunes-là des franges de 18 et 21 ans ne voteront pas pour vous. Parce qu'ils ont des problèmes d'emploi. Même s'ils ne votent pas pour moi, je leur donne leurs droits. La République et Giscard d'Estaing est connu juste un grand formateur. Nous voulons des dirigeants qui travaillent pour les Congos meilleurs de demain. Pas que les Congos qui se limitent à leur bien-être, à leurs propres questions, à leurs propres conditions de vie. Eric Wemba, voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que nous recevions notre ami Eric Wemba, qui est journaliste, qui est une des meilleures plumes ici à Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.